La loi sur la régulation de l'installation des médecins est passée. Alors ça a fait une, tollé, dans la communauté, médicale et on a eu le droit à beaucoup de réactions et nous, on veut en parler un petit peu avec Zoé parce que, bah, ça nous concerne déjà, moi étant, interne en médecine et Zoé étant, médecin généraliste. Hem Et on voulait en parler notamment pour essayer de voir est-ce que cette loi est une bonne loi? Est-ce que c'est une mauvaise loi? Quelles sont les différentes réactions? Est-ce qu'il y a des réactions avec lesquelles on est d'accord? Est-ce qu'il y a des réactions ridicules de nos confrères? On ne sait pas, évidemment, on ne sait pas. Nous, on n'est pas là pour juger les réactions des gens, mais on montre les faits. Il paraît qu'on dit un tollé. Une tollée, c'est c'est le dimanche au foot, oui, c'est vrai. Zoé, comment est-ce que tu vas? Salut Padu, ça va très bien. Écoute, voilà, notre corporation s'est encore illustrée par ces réactions qui sont, on va dire, difficiles à comprendre pour le reste des êtres humains de ce pays. Bon, on va aussi parler de cette loi parce qu'en fait, il y a, excusez-moi, cette loi, bon, vous allez voir, on va développer, mais ne va a priori absolument rien changer à la situation qu'on vit actuellement. Donc ça, faut l'expliquer aussi. Ça va être l'occasion de reparler de désertification médicale, de pourquoi on est dans cette merde, de comment on fait pour en sortir, de qui sont les gars qui nous ont mis dans la merde. Et du coup, est-ce que ça serait pas une bonne idée de pas leur demander comment on en sort, vu que c'est eux qui nous y ont mis. Bref, voilà, on va parler de tout ça. Ça va être bien. Let's go. Yes. Alors, on va peut-être commencer, par résumer, la loi. Du coup, alors aujourd'hui, si vous êtes, médecin, que vous êtes, diplômé de médecine, thésé, inscrit au conseil de l'ordre, vous pouvez aller n'importe où. Or, il manque des médecins et notamment il y a des endroits en France qu'on appelle des déserts médicaux. Face à ça, il a été voté une loi, notamment soutenue, par la gauche, pour que les médecins, ne puissent pas choisir forcément où ils peuvent aller, mais où qu'on puisse leur dire comme les profs en fait, «Bah, toi, il faudrait quand même peut-être plus que tu ailles là parce que, il manque des médecins à cet endroit-là» et ainsi de suite. Ça pose des problèmes que je vais laisser, Zoé vous expliquer parce que, ça va pas forcément résoudre grand chose. Donc Zoé, fais-nous ton laïus par rapport à ça. Oui, alors, donc la liberté d'installation, c'est un principe auquel les médecins sont très, 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 très attachés. Mais en fait, la réalité, c'est que cette loi-là, souvent, tu sais, on dit, voilà, il y a plus de médecins dans les campagnes, il faudrait les forcer à aller en campagne, et cetera. Bon, alors, il y a plus de médecins tout court, en fait. Actuellement, on est dans une mer de noire, on n'est pas assez nombreux. On va expliquer juste après pourquoi on n'est pas assez nombreux. Et donc, en fait, les zones qui sont désertifiées sur le territoire, c'est-à-dire qui manquent de médecins, ça représente 87% du territoire français. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que dans les campagnes. C'est le cas dans les campagnes. Chez moi, par exemple, c'est une catastrophe absolue. On était sur mon secteur de garde, qui est un gros secteur hein, géographiquement. On était 24 médecins quand je suis arrivée il y a 5 ans, et là, on est 15. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Et donc, il y a tout autant de gens à soigner, hein. Donc c'est très compliqué. Et là, je vous donne l'exemple de mon micro-secteur, mais c'est le cas dans plein, plein, plein d'endroits en France. Ce n'est pas qu'en campagne, le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France, contrairement à ce qu'on raconte tout le temps. En fait, en zone urbaine, il y a aussi des problèmes de manque de médecins. L'Île-de-France, c'est 96% du territoire qui manque de médecins, rapporté à la population. Et donc, c'est des situations qui sont extrêmement graves, catastrophiques, qui font qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas de médecin traitant, qui font qu'il y a des gens qui ont des retards de prise en charge, de diagnostic. Ça prend du temps pour pouvoir voir un spécialiste, ça prend du temps pour pouvoir passer un examen complémentaire. Et ça, par exemple, pour des gens, par exemple, des diagnostics de cancer, quand on prend 2, 3 mois de retard par rapport à ce qui aurait pu être fait, bah, c'est parfois la différence entre un cancer qu'on soigne et un cancer qu'on soigne pas. Donc là, la situation dont on parle, c'est une situation qui est absolument gravissime et qui tue des gens. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, comme le territoire est désertifié partout, cette fin de la liberté d'installation, le fait qu'on va en gros la mesure, ça va être d'empêcher les médecins d'aller dans les zones déjà très dotées et donc de leur demander de privilégier en installation les zones qui sont moins dotées. Mais actuellement, pour les étudiants en médecine qui finissent leurs études actuellement, comme quasiment tout le territoire manque de médecins, ça ne va rien changer, quasiment rien changer pour eux. À moins qu'ils aient envie de s'installer dans le centre-ville de Cannes, ils pourront aller à peu près partout et notamment à 20 kilomètres de Cannes, a priori. Et donc vivre à Cannes et y aller, et cetera. Donc dans les faits, ça fait hurler parce que le principe de liberté d'installation est un principe hyper important en médecine
On reviendra sur le fait que c'est vraiment une corporation qui s'est construite dans l'idée, d'être, un petit entrepreneur individuel qui a le droit de faire son libre choix et cetera et cetera. Mais dans les faits, cette loi est très peu contraignante pour les médecins car les zones sous-dotées, c'est partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Je l'ai expliqué plusieurs fois, je vais le réexpliquer parce que c'est vraiment important de l'avoir en tête. En France, on a organisé la pénurie de médecins. Dans les années 50-60, il y avait assez peu de médecins formés. Pourtant, il n'y avait pas de numerus clausus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nombre fixé de médecins, de gens qui ont le droit d'entrer dans les études de médecine, c'est-à-dire à la fin du concours de la première année. Mais il y avait de fait une limitation du nombre de médecins formés. D'abord parce que c'était compliqué à cette période d'accéder aux études universitaires. Il y avait qu'une toute petite partie de la population qui y avait accès et ensuite parce que, la sécurité sociale n'était pas complètement mise en place à cette époque et donc pour se payer des soins, il fallait avoir les moyens de se payer des soins et donc plein de gens n'avaient pas accès aux soins et donc il y avait en gros plein de gens qui étaient pas solvables pour avoir, des consultations chez le médecin dès qu'ils en avaient besoin et cetera et donc de fait, ça créait le fait qu'il y avait pas énormément de médecins qui étaient formés, à peu près 2 000 à 3 000 par an. Dans les années soi dans à partir de la fin des années 60, avec mai 68 et cetera, il y a eu la massification universitaire, une grosse, grosse augmentation du nombre de gens, qui sont partis en études supérieures, qui ont eu accès aux études supérieures, pas que en médecine, mais aussi en fac de médecine et à ce moment-là, il y a une partie de la corporation médicale à qui ça n'a pas plu du tout. C'était la frange la plus dominante de la corporation, mais aussi la plus réactionnaire, qui était notamment, les mecs qui avaient les plus gros postes universitaires, les plus gros postes dans les hôpitaux et cetera, ce qu'on appelait les mandarins à l'époque. Et eux, ça leur a pas plu du tout parce que avec la massification universitaire sont arrivés des profils qui étaient différents et notamment en termes de classe sociale. Alors, rassurez-vous, il n'y avait pas des millions de prolos qui rentraient dans les dans les facs de médecine, mais il y avait quand même une forme de changement parce que du coup, c'était vraiment une sélection très, très forte sur la classe sociale où c'était la haute bourgeoisie et en général des dynasties de médecins qui accédaient à ces études. Et là, il y avait d'autres types de gens et notamment, on retrouve des textes de cette époque où les mecs disaient: «Ouais, il y a des barbus dans les facs de médecine». Alors c'était pas un truc islamophobe comme ça pourrait être utilisé aujourd'hui, c'était plus pour dire c'est des hippies, quoi. Donc ça leur a pas plu du tout, du tout, du tout. Désolée, je vous fais toute cette histoire, mais c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre la merde dans laquelle on est. Et eux, ils ont demandé à ce qu'on commence à baisser le nombre de médecins formés. Ce qu'il y avait aussi dans l'idée en sous-texte, c'était de se dire, bah, quand on est moins nombreux, on a plus de marge pour négocier nos tarifs et notamment les tarifs de la sécurité sociale, etc. Donc il y avait une espèce aussi d'idée de se dire, mais comme on est en concurrence les uns les autres, quand on est médecin libéral, etc., si on est trop nombreux, mais on va pas réussir à vivre de notre métier. De l'autre côté, il y avait des politiques qui se sont succédés depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Ne venez pas m'expliquer: «Oui, mais il y a la gauche qui est passée à ce moment-là et tout». La soi-disant gauche qui a été au pouvoir à ces moments-là a fait une politique néolibérale comme la droite, d'accord? Et donc une politique où, au lieu de partir des besoins des gens, au lieu de se dire: «On pense une politique de santé en partant de quels sont les besoins de la population», les gars ont fait une politique comptable. C'est-à-dire ça coûte combien et comment on fait que ça pour que ça nous coûte moins cher? Comme les médecins sont payés à l'acte, heu les médecins libéraux, si vous avez plein, plein, plein de médecins et ben, en fait, les médecins, ils vont se mettre à augmenter le nombre d'actes qu'ils font. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des mecs, des patients que je vois, ils ont un traitement pour l'hypertension, ils sont très bien équilibrés, ils vont bien. Bon, ben, eux, je les vois 2 fois par an, en fait. Je leur fais une ordonnance de 6 mois, on se revoit 6 mois plus tard, et voilà. Mais si jamais il y a beaucoup, beaucoup de médecins et qu'on n'a pas assez d'activité, bah, ces patients-là, vous allez les voir tous les 2 mois ou tous les mois, alors qu'il y a pas besoin. C'est l'effet pervers de la tarification à l'acte. Donc effectivement, quand vous tarifez à l'acte comme ça avec des mecs qui sont en libéral, individuel et tout ça et que, vous, vous avez une vision comptable, comptable des choses, vous vous dites: «Bah, je vais baisser le nombre de médecins, ça va baisser le nombre d'actes faits et donc on va faire des économies» et donc main dans la main, il y a eu la corporation médicale, la frange la plus réactionnaire, dominante et cetera et les pouvoirs publics avec leur mode de pensée néolibéral, zinzin, qui se sont mis d'accord pour baisser drastiquement le nombre de médecins, formés. Donc des années 70, début des années 70, mise en place du numerus clausus, on formait entre 7 et 8 000 médecins par an et ça a baissé, baissé, baissé pour arriver autour de 3 500, fin des années 80, début des années 90 et on est resté à ce niveau-là jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000 où on s'est rendu compte que c'était une idée de merde et là, on a commencé à remonter. Mais en fait, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un trou de formation de 20 ans, qui est une catastrophe absolue
aujourd'hui parce que là, actuellement, en médecine générale en France, il y a un médecin généraliste sur 3 qui a plus de 60 ans. On manque des gens qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, des médecins qui auraient pu être formés à cette époque et qui ne l'ont pas été, allez, 45-60 ans, et qui ne l'ont pas été parce que on a choisi de ne pas faire rentrer dans les facs de médecine suffisamment de personnes par rapport aux besoins de la population. Et ça arrive en plus au moment où la génération du baby-boom, qui sont extrêmement nombreux, qui sont nés dans les années 40, ils ont 75-80 ans aujourd'hui. Et donc, c'est une situation absolument catastrophique parce que vous imaginez bien que quand on a 80 piges, on a un petit peu plus besoin de voir un médecin souvent, d'avoir accès à des spécialistes, etc., quand on a 25 ans et qu'on est en pleine forme. Tous ces trucs-là se percutent et là, on est dans une situation qui est une catastrophe absolue dont je parlais juste au début, c'est-à-dire on n'est pas assez nombreux. Ça empêche les gens d'avoir accès aux soins. Et donc, la conséquence directe, c'est qu'il y a des gens qui meurent des retards de soins pris du fait que nous ne soyons pas assez nombreux. Et au- enfin, on peut déplorer autant qu'on veut cette situation. Le problème ne peut pas se régler là tout de suite maintenant par simplement un problème de répartition sur le territoire, parce que comme je vous disais, l'immense majorité du territoire n'en a pas assez. Nous ne sommes numériquement pas assez nombreux et ça va durer encore 5 à 10 ans. Le numerus clausus, il est très 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 nettement remonté depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, on est à peu près à 9000 médecins formés chaque année. Donc ça a triplé hein, par rapport à il y a 20-30 ans. Néanmoins, en fait, l'effet de cette augmentation mais tarde à venir parce que vous mettez 10 ans à former un médecin, donc quand vous décidez d'augmenter, ça se voit que 10 ans plus tard et comme là, il y a tout ce trou à combler, les estimations, c'est qu'on en a pour 5 à 10 ans à ce que ça soit la giga merde. Bon courage tout le monde, ça va être l'enfer et il faut vraiment pas se raconter d'histoire là-dessus. C'est la sauce et c'est pas cette loi qui va nous sortir de la sauce, clairement. Voilà, c'était mon petit point, c'était mon petit point liberté d'installation. Ouais, parce que là, en gros, il y a pas assez de médecins, donc on répartit des médecins qui, de toute façon, ne sont pas assez, donc qui, en charge de travail, en tant que telle, en valeur absolue, ne pourront pas faire, la charge de travail, ou alors en se tirant vraiment, un maximum sur la santé et ce qui peut provoquer aussi des soins de moins bonne qualité, des erreurs médicales, des choses comme ça, quoi. Bah, carrément, carrément et après, si tu veux, bah, là, du coup, la question, tu vois, il y a plein de gens qui posent la question de on parlera de la réaction de la corporation après parce que vraiment c'est intéressant et c'est important d'en parler. Heu, mais tu vois, là, il y a des gens qui proposent des trucs, tu vois? Il y a encore des gens qui disent: «Faut supprimer le numerus clausus». Donc le numerus clausus, c'est ce nombre de médecins fixés chaque année qui rentrent, dans les études de médecine, donc qui passent le concours de la première année. Et en fait, ce numerus clausus, vous l'avez peut-être entendu, mais il a été supprimé, il y a 3 ans. Il a été supprimé. Néanmoins, on n'a pas augmenté le nombre de médecins qui ont été formés. Parce que là, c'est pareil, il faut être extrêmement honnête sur la situation. Nous n'avons actuellement pas les moyens de former plus de médecins que ce qu'on forme actuellement. Parce que si on n'est pas assez nombreux pour soigner, on n'est pas assez nombreux pour former. Et là, on a même actuellement dans les facs de médecine, situation côté enseignant que moi je connais bien, dans les facs de médecine, on a des situations où nos étudiants, quand ils vont dans un stage, je ne sais pas, de pédiatrie et cetera, ils sont tellement nombreux par rapport au nombre de médecins qu'il y a dans le service, qu'on ne peut pas les faire bosser tous les jours. Donc ils viennent en stage 15 jours sur 2 parce qu'ils sont trop nombreux par rapport au nombre de médecins seniors pour les encadrer. Et la médecine, c'est pas un truc qui peut s'apprendre en cours, par visio et cetera. C'est un truc qui s'apprend en pratiquant, en stage, en allant avec, des médecins qui sont, expérimentés, formés et qui les forment, par, compagnonnage en fait, hein, La chirurgie, c'est pareil. La chirurgie, ça s'apprend, presque en un pour un en fait. Un chirurgien pour un interne, et quand il y a plein d'internes différents pour un seul chirurgien senior qui peut leur enseigner les gestes, bah, c'est la dèche en fait. Ça se passe très mal parce que la chirurgie s'apprend en opérant. La médecine générale, qui est ma spécialité, ça s'apprend en faisant de la consultation. Et moi, je peux pas prendre 4 étudiants en même temps, dans ma salle de consulte. Ils vont pas pouvoir apprendre aussi bien que si j'ai un seul étudiant avec moi pendant, 6 mois, et que d'abord il me regarde faire mes consultations, ensuite il les fait avec moi à côté et puis ensuite je le laisse faire tout seul et je viens à la fin si c'est nécessaire pour et puis plus ils sont expérimentés, plus ils sont seuls. Je vous explique ça pour vraiment comprendre que penser que là le problème c'est qu'il reste encore un numerus clausus, c'est pas vrai et d'ailleurs avec le numerus clausus qu'on a actuellement, dans 10-15 ans, ça va aller. Le problème, c'est le problème là, maintenant, tout de suite. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, avant de se faire éjecter par le, comment dire, la dissolution de l'Assemblée, il avait annoncé, à partir de, je sais plus, 2027, 18 000 étudiants en médecine formés par an.
Et je vous jure que dans les facs de médecine, tout le monde était terrifié, pas pour le coup parce qu'on n'a pas envie d'en former assez, mais parce que vraiment, nous n'avons absolument pas les capacités de formation pour accueillir ce nombre d'étudiants. Et c'est impossible de les former correctement dans des conditions comme ça, c'est-à-dire de former des médecins qui ont appris au lit du patient et qui ont pratiqué avant de devenir médecin senior à leur tour. Ouais, ouais, mais il y a une question quand même que tu avais, évitée par rapport à ça, parce que je pense que c'est un sujet qui te met un peu mal. C'est le camarade, Club Sandwich qui dit: «Avis sur la solution de Monsieur Zedong» et tu n'avais pas répondu, sur, la solution de Mao Zedong. Parce que la solution de l'État, bourgeois, c'est de dire: «Il faut», d'ailleurs c'est marrant parce que la bourgeoisie se fascise un peu, même par la gauche. C'est-à-dire elle devient contre la liberté individuelle, voilà, contre la liberté d'installation. Je dis ça en rigolant, mais Mao Zedong, lui, qu'est-ce qu'il avait fait face à une pénurie de médecins? Il avait donné le titre de médecin à des paysans formés à des soins de première intention, tu vois? Et bon, c'est Mmh. une blague, tu vois? Je trouve ça c'est marrant, mais à la fois, c'est très iconoclaste, c'est de face à une pénurie de médecins, de se dire, bah, au lieu de les répartir ou je sais pas trop quoi, de dire: «Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le titre de médecin en tant que tel», tu vois? Et Bah, là, évidemment, c'est un peu du troll, mais on pourrait remettre en question même le pouvoir médical, qu'il y a dans le titre de médecin pour certains gestes, pour certaines choses, plutôt que de dire: «Ah bah, il faut en former plus» ou «Ah bah, il faut les répartir», tu vois? Bah, évidemment. Alors après, moi, tu sais, sur cette take, moi, je suis comment dire? Moi, je suis pas du tout contre cette idée parce que, tu vois, comme je vous ai dit, donc là, on est dans la merde. Je pense que tout le monde a capté. On est dans la giga, méga, méga, méga merde. Augmenter le numerus clausus, 1, c'est pas possible, en fonction des capacités de formation qu'on a et 2, c'est pas ça le problème parce que c'est pas dans 10 ans le problème, il est tout de suite. Remettre en cause la liberté d'installation, de toute façon, il en manque partout, donc ça ne va rien changer non plus. Encore une fois, là, tout de suite, pour les 5-10 prochaines années, pour éviter de se taper, sur 10 ans, 1 million de personnes qui meurent prématurément, par manque d'accès aux soins parce qu'il y a pas assez de médecins. Donc là, il nous faut des solutions d'urgence. On pourra parler après des solutions plutôt de long terme, de comment on se réorganise pour pas se retrouver cycliquement dans ce genre de merde et tout. Mais dans les solutions d'urgence, là, clairement, ce qu'il faut faire, c'est libérer du temps médical pour garder, le temps des médecins sur des trucs où le médecin est absolument nécessaire et virer tout ce qui n'est pas nécessaire, de la charge des médecins et souvent on parle de délégation de tâches, tu sais? Donc déléguer des tâches aux pharmaciens, par exemple, je sais pas, si vous voulez aller faire votre vaccin pour la grippe, vous pouvez juste vous présenter en pharmacie et le pharmacien, il est autorisé si vous êtes, dans les critères pour avoir accès à la vaccination remboursée et cetera, il peut vous faire le vaccin et moi d'ailleurs, c'est très bien parce qu'à l'automne, quand il y a les vaccinations antigrippales, j'ai pas du tout le temps de vacciner 400 personnes, en fait. Donc, c'est très bien que ça soit les pharmaciens, soit les infirmiers qui le fassent. Il y a un certain nombre d'autres tâches qu'on peut déléguer. Tu vois, certaines tâches, moi, par exemple, je travaille avec ce qu'on appelle une infirmière azalée. C'est une infirmière qui est formée en éducation thérapeutique, et cetera. Ben, moi, quand je diagnostique un diabète chez un patient, je commence à lui expliquer un peu les choses et puis ensuite, elle le voit pendant 1 heure pour vraiment lui parler, du régime alimentaire, de la diététique, et cetera. Elle a beaucoup plus le temps que moi de le faire et puis elle est formée pour ça. Moi, ça me fait gagner du temps. Le patient, il est bien formé. Tout ça, c'est des trucs très bien. Mais il y a un truc dont on ne parle jamais, et moi, ça me gave, c'est déléguer des tâches aux patients, déléguer C'est la des tâches solution de aux Monsieur usagers. Zedong, hein, on est d'accord, hein? Mais oui, mais vraiment, et moi, je suis d'accord, en fait. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, souvent, j'en ai parlé plusieurs fois, mais sur les arrêts de travail courts, la gastro, la grippe, la rhinopharyngite, c'est-à-dire, vous avez le nez qui coule, mal à la gorge et un peu de fièvre, un peu de courbature et tout ça. Tout ça, c'est des pathologies qui sont faciles à s'auto-diagnostiquer. On peut apprendre très bien les symptômes aux gens, leur dire: «Par contre, attention, les drapeaux rouges, c'est, ça, ça, ça. Si vous avez ces symptômes-là, par contre, il faut venir me voir. Mais 95 du temps, vous allez pouvoir vous gérer tout seul». Il y a pas besoin de médicaments pour guérir d'une gastro, hein, voilà, spoiler. Il y a pas besoin d'antivomitifs, il y a pas besoin d'antidiarrhéiques absolument. La gastro, ça passe spontanément en 48-72 heures la plupart du temps, parfois moins. Heu, une grippe, il y a rien besoin de prendre, pour l'immense majorité des gens, de plus que du paracétamol éventuellement pour gérer la fièvre et les douleurs. Le paracétamol, c'est une super molécule d'automédication. Si on connaît bien les doses, c'est-à-dire 1 gramme 4 fois par jour maximum espacé de 6 heures et 15 milligrammes ciseaux en 4 fois, 15 milligrammes kilo en 4 fois pour les enfants.
Si on respecte les doses du paracétamol, c'est super. Tout ça, c'est des trucs où les gens peuvent se gérer seuls. Et moi, d'ailleurs, j'apprends à mes patients à se gérer seuls sur ces trucs-là. Quand ils viennent me voir pour un truc comme ça, je leur dis, ben voilà, vous avez tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de médicaments et vous êtes capable de vous autodiagnostiquer là-dessus. Le seul problème, c'est que les gens ont besoin d'un arrêt de travail. Et donc, ils continuent de venir me voir pour faire un arrêt de travail de 5 jours où de toute façon, le gars, je vais l'arrêter. Parce que, spoiler, si quelqu'un vient me voir, moi, un matin, en me disant, j'ai vomi toute la nuit et j'ai eu la diarrhée toute la nuit, je ne peux pas aller bosser. Moi, à l'examen clinique, il y a aucun signe, hein. Enfin, éventuellement la gorge un peu rouge, mais c'est tout. Et donc moi, bah, le gars, de toute façon, je vais l'arrêter. Je c'est donc se dire que, il faut absolument forcer les gens à aller chez le médecin parce que sinon ils vont abuser et je sais pas quoi et machin et je rappelle que l'immense majorité des gens, en fait, ils la plupart du temps, moi, je propose des arrêts, ils les prennent pas. Enfin, faut arrêter de se raconter que, d'un coup, il y aurait 8 millions de personnes qui se mettraient en arrêt et tout, c'est juste pas vrai. Et donc ça, c'est vraiment des trucs où moi, je pourrais gagner. Franchement, en pleine épidémie de grippe cet hiver, là, moi, si les gens avaient pu s'auto-arrêter, je libérais 30 de mes créneaux de consultation. Je sais pas si vous imaginez à quel point ça nous ferait gagner du temps. Mais là, il s'agit d'aller faire chier le patronat, de laisser de la liberté au salarié par rapport à son employeur, de décider s'il est en état d'aller travailler ou pas. Et ça, là, par contre, c'est un totem où on estime que c'est plus grave de laisser les gens s'auto-arrêter plutôt que de laisser le système de soins s'effondrer tout de suite. Et après, on pourrait aussi, comme je te dis, imaginer qu'on forme mieux les gens à reconnaître leurs symptômes, à savoir gérer leur propre santé, à savoir gérer la santé de leurs proches et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des trucs largement possibles. L'immense majorité des petits maux du quotidien peuvent être gérés tout seuls par les gens. Et c'est aussi nous, les médecins, qui avons inculqué dans la tête des gens que si à chaque fois que vous allez voir votre médecin pour une rhinopharyngite, vous sortez avec un corticoïde, un antibiotique, un sirop pour la toux, un spray pour le nez et un je sais pas quoi pour décongestionner ou fluidifier ou je ne sais quoi, mais vous croyez que vous avez besoin de ça pour guérir, ce qui est faux. C'est faux. Une rhinopharyngite, on se mouche, on prend du paracétamol et on attend que ça passe. Il n'y a rien besoin de plus. Le sirop pour la toux ne sert à rien, voire peut aggraver les choses. Enfin, voilà quoi. Et donc, Et effectivement, force aux camarades Mao, moi je suis d'accord, hein. médecin maoïste, voilà. Zoé, médecin Bah, maoïste. Non en mais vrai, en vrai de vrai, ce qui est intéressant en plus dans cette proposition du camarade Mao, non mais dans cette proposition de déléguer des tâches et d'avoir, plus au final plus d'échelons aussi dans le soin, c'est que je pense si aujourd'hui il y a un regain de médecine alternative, souvent des trucs qui sont même des fois dangereux ou des trucs qui marchent pas et qui coûtent une blinde aux gens, bah, c'est aussi parce que il y a une espèce de en fait, soit on te dit: «Bah, le soin, c'est les médecins, c'est hyper compliqué, tu ne peux pas y avoir accès de toute façon, voilà, il faudrait quelqu'un formé pendant 15 ans pour t'expliquer la vie». Soit en fait, tu y connais rien. Tu vois? C'est-à-dire que c'est il y a vraiment, je trouve, un manque d'échelon entre les 2. Et peut-être que s'il y avait des gens qui étaient formés à des pathologies simples et comme tu dis, avec des drapeaux rouges, c'est-à-dire avec des choses où on leur dit: «Ouais, mais si la personne par contre elle a de la fièvre, si la personne, malgré, le fait que, tu lui aies dit d'attendre 3 jours, bah, elle vomit toujours» ou tu vois? Enfin si on met quelques grandes lignes où là, il va falloir aller consulter un médecin, bah, ça permet aussi, d'avoir des gens en première ligne formés dans la population, et qui ne donnent pas des conseils à la con, tu vois? Qui donnent pas des conseils en mode, «Faut boire tel jus de légumes et puis, ça ira mieux», tu vois? Qui est conseil qui ne va pas marcher, qui va, souvent en plus s'accompagner de boutiqueries parce que ces gens-là sont souvent des auto-entrepreneurs, ou des entrepreneurs à la Thierry Casas Novas, quoi, et je pense qu'on gagnerait vraiment à avoir comme ça, du savoir et de la pratique médicale partout dans la société, plutôt qu'un monopole du savoir et de la pratique médicale autour de seules personnes qui sont souvent en plus quand même des petits bourgeois, tu vois, qui sont des médecins et qui renvoient à la fois une violence symbolique et une violence de classe aux gens. mmh, Il y a des gens qui ont peur d'aller voir un médecin, hein. Et ben, ces gens-là, mmh peut-être qu'ils auraient pas peur d'aller voir, quelqu'un qu'ils connaissent qui est formé rapidos, tu vois, sur quelques notions et qui pourrait leur dire si ça vaut le coup ou pas d'aller voir un médecin, tu vois? Ça rajouterait vraiment des échelons intéressants et moi, je vois ça notamment aussi en psy, tu vois? Alors en psy, on essaie des fois mh. de le faire peut-être un peu plus qu'en médecine, G parce qu'on a des fois par exemple des infirmières qui font beaucoup de taf ou des choses comme ça, mais quand même, les gens ne vont pas forcément consulter, tu vois? Alors qu'il y a
enfin, il y a des trucs évidents, tu vois? Des choses qui enfin, qui sont par exemple, moi je pense au syndrome de stress post-traumatique, tu vois? Qui est très, très, Mmh. diagnostiqué, alors que, il y a quand même beaucoup de thérapies qui peuvent faire du bien aux gens, qui prennent pas énormément de temps. Mais il y a plein de gens qui ne savent même pas en fait que si tu as eu un traumatisme et que, tu 2 ans après, d'un coup tu as des reviviscences, des flashbacks, des cauchemars, des crises d'angoisse quand tu es dans la situation et tout, bah, que ça fait partie de quelque chose qu'on connaît en psy et qu'on peut t'aider, par des thérapies à ne plus avoir ces problèmes-là qui t'handicapent dans la vie, tu vois? C'est pas très dur de former des gens à reconnaître ça, tu vois? Il y a pas besoin qu'ils fassent 15 ans d'études pour l'avoir, quoi. Mais comme on veut garder, souvent les médecins, le pouvoir médical pour nous parce que ce pouvoir s'accompagne d'une position sociale et d'une rémunération qui va avec, et ben, on ne le fait pas, tu vois? Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça, enfin, si vous saviez, on commence à déléguer, mais en fait, ça prend du temps parce que ça rentre pas dans les mœurs et tout, les certificats de décès. Mais si vous saviez, moi, sur mes gardes, j'ai un très grand secteur géographique. Parfois, mes 30 heures de garde du week-end, j'ai 8 heures qui sont consacrées à conduire à l'autre bout du département et tout pour aller signer des certificats de décès dans des EHPAD, tu vois? De Voilà, gens les patients qui de sont Zoé décédés. décèdent, hein, n'allez jamais chez Zoé, elle soigne très mal. Ah bah là, du coup, c'est les gardes, donc c'est même pas forcément mes patients, si tu veux, c'est tous les patients du secteur parce que je suis le seul médecin de garde. Mais vous imaginez le temps perdu. Et là, donc, il y a par exemple, il y avait jusqu'à très peu de temps que les médecins qui pouvaient signer des certificats de décès. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais voir que quelqu'un est décédé, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour voir que quelqu'un est décédé, quoi. Bon, voilà. À la limite, bon, il y a quelques petits trucs à vérifier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous avez, je sais pas, quelqu'un de très âgé qui vit en EHPAD, c'est attendu que le décès survienne, etc. Et le décès survient. Mais c'est complètement con que moi, je fasse 1 heure et demie de bagnole pour aller signer un papier pour dire bah oui, il est mort, quoi. Alors qu'il y a l'infirmière sur place qui serait parfaitement apte à le faire. Et donc là, c'est autorisé depuis pas très longtemps là, que les infirmiers puissent signer des certificats de décès, mais il faut qu'elle fasse 3 jours de formation, etc. Il y en a plein qui ont la flemme, c'est pas rémunéré comme il faut. Enfin voilà, on met pas non plus toutes les chances de notre côté, on va dire, pour pouvoir libérer ces trucs-là. Et ça, je vous donne ces exemples-là, mais des exemples comme ça, mais j'en ai plein. Mais Les tu sais, je certificats en font t'avais malade. dit, quand j'étais sur une, quand j'étais sur une garde et que je me fais appeler par, une maison, une masse, tu sais? Donc, avec des Mhm. adultes, avec des handicaps et tout et je crois que c'était une aide-soignante qui m'appelle et qui me dit: «Oui, bonjour, désolé de vous déranger, bah, il y a cette personne, elle a mal au ventre et tout, c'est pour savoir si je peux lui donner un Doliprane». Tu es là, mais enfin, Ouais, ouais. ça n'a aucun sens, quoi. Moi, ça me fait Ah perdre non, du temps, je m'en évidemment. fous, hein, mais ça me fait perdre du temps. Elle, elle connaît la personne, elle sait que cette personne a mal. Mais elle peut pas lui donner un Doliprane si elle ne demande pas, tu vois? Genre et c'est humiliant en plus pour elle et en plus, il y a quand même des chances aussi que, peut-être pas consciemment, mais qu'inconsciemment, des fois, elle appelle pas parce elle se dit qu'elle me fait chier, elle se dit que j'ai pas le temps et donc du coup, qu'elle ne donne pas du Doliprane à quelqu'un qui est en train d'avoir mal, tu vois? Enfin, Tout, c'est vraiment dingue, quoi. tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est l'organisation du pouvoir médical qui est un problème majeur. Aussi bien pour les autres soignants que pour les patients. Et c'est un truc qui a été organisé par la corporation médicale, clairement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il est question de déléguer des tâches, il y a plein de gars en médecine qui se mettent à péter des câbles, alors que nous sommes dans une situation absolument catastrophique où c'est l'urgence absolue qu'on se libère du temps pour faire d'autres trucs. Et il y a toujours des mecs qui sont là pour dire ah ben oui, mais il va y avoir des dérives, et puis quand même, vous êtes en train de tuer notre métier et tout. Ouais, c'est bon. Enfin, moi, mon Et métier, peut-être que c'est pas de si signer des papiers, hein. au lieu que des syndicats de médecins libéraux, décident, si c'était quelqu'un qui avait, tu vois, une pureté, morale et une voix claire comme le camarade Mao qui décidait, tu vois? Peut-être que ça filerait un peu droit, tu vois? Il y aurait une orientation. Il se peut que les réactions de nos confrères ne soient pas les mêmes, mon cher Padu. Il se peut. Donc, on va continuer face à ça. Donc vous avez compris du coup ce qu'on pensait de cette loi, qu'elle n'allait rien changer, ce qu'on pensait, nous, qu'il fallait faire. Mais quelles sont les réactions de certains, de nos confrères? Alors on a eu un confrère qui a bad buzzé sur, internet. Ce confrère, il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul sur, les réseaux, en tout cas et il a répondu: «Franchement, c'est dégueulasse. Ça fait bientôt 9 ans que j'étudie la médecine. Il me reste 3 ans et demi. J'ai sacrifié la meilleure partie de ma vie pour faire des études exigeantes afin d'accéder au métier de mes rêves.
C'est sûr que ça fait du bien devant les électeurs. On force ces privilégiés de médecins à s'installer pour défendre la veuve et l'orphelin. La vérité, c'est que vous allez juste convaincre les jeunes médecins de s'expatrier. On se tape 9 à 13 ans d'études. C'est pas pour qu'un mec en costard qui gagne 8 000 € par mois pour appuyer sur un bouton que me dicte le parti. Moi aussi, je peux parler du métier des autres sans rien connaître. Nous disent d'aller s'installer en milieu sous-dense. Sans commodité, crèche, école, activités, loisirs, culture. Et puis merde, en fait, si je me tape des révisions 8h-20h pendant plusieurs années, et bien parfois plus de 80 heures de semaine à l'hôpital, bien que les gens de mon âge font des tours du monde. Ah, je l'avais pas lu ça. Tu sais, c'est tellement l'inconscient, le mec, il vient de la bourgeoisie, tu sais. Tout le monde fait des tours Ouais, du monde ouais. à ton âge, frérot. Genre, des trucs. Évidemment, hein, évidemment Paul, hein, évidemment Paul. Tout à fait Paul. Putain, C'est pas pour vivre dans une ville de 40 000 habitants. c'est grave, 40 hein. 000 pour lui, c'est petit une ville de 40 000 habitants. Putain, ce gars, il vient d'où? De la diagonale du vide après tout ça. Donc voilà. Voilà, Paul Voilà, est pas voilà. content. Paul est C'est une très, très réaction. colère. Non, mais ce qui est triste, c'est qu'on pourrait se moquer. On pourrait se moquer, mais sa réaction est une réaction presque classique, hein. Je veux dire, c'est pas une réaction Oui, hors oui, norme oui. Ah mais de notre confrérie, hein. ah non, non, c'est globalement la réaction moyenne, d'un médecin, d'un jeune médecin et ça fait chier, en fait, ça fait chier que ça soit ce type de réaction. Bon alors là, non mais Paul, alors bon déjà, beaucoup de choses ont été dites par Paul, donc on va essayer de les prendre les unes a après les autres. Alors, je vais redire quelque chose qui énerve énormément mes confrères quand je le dis. Mais non les gars, faire des études de médecine, ce n'est pas, perdre les meilleures années de sa jeunesse. Il faut arrêter avec ça, vraiment. C'est exigeant, c'est tout ce qu'on veut, c'est parfois difficile. Il y a, une vraie souffrance au travail chez les étudiants en médecine, si vous voulez, on en reparle après. Mais il faut arrêter de raconter que faire des études, c'est terrible et ça empêche de faire des tours du monde parce que figurez-vous qu'il existe une immense partie de la population qui ne fait pas de tour du monde entre ses 18 et 25 ans, mais qui est à l'usine, d'accord? Ou qui est sur des scooters en train de livrer des pizzas, ou qui est, dans des centres d'appel en train de prendre des rendez-vous, pour, changer des putains de pare-brise, enfin, je sais pas, moi je là, c'est le moment où je me demande si, Mao n'a pas raison, tu vois? Où je me demande si Mao n'a pas raison, je me pose la question, tu vois? Je me pose la question parce que vraiment, mais c'est quel niveau d'entre-soi de classe pour se raconter que toi, c'est pareil, il y avait un autre gars qui avait dit: «Ouais, voilà, moi, le jour de mon anniversaire, j'étais à la BU, mais putain, mais tu crois que les mecs, qui tu crois que les mecs qui sont, chauffeurs-livreurs, le jour de leur anniversaire, leur patron leur dit: «Ouais, t'inquiète, c'est ton anniv, va kiffer avec tes potes». Enfin, je sais pas, je comprends pas, en fait, je comprends pas Mais le c'est qu'en truc fait, et c'est oui, des gars de la bourgeoisie qui se comparent à d'autres gars de la bourgeoisie qui sont en école de bah, commerce pay to win et qui aux ont gars fait un tour du d'HEC, monde dans leurs 4 mois de vacances l'été, tu vois? c'est ça. Mais Payé par papa, tu vois? Et donc du coup, ils se disent: «Oui, c'est pas normal, tout le monde fait ça à 25 ans», alors que l'immense majorité des gens à 25 ans, ils bossent, tu vois? Ou alors ils ont des mais études oui! qui sont ultra plus enfin beaucoup plus ingrates que médecine parce que la différence, on va vous expliquer les copains, entre médecine et d'autres études, c'est que moi, à partir du moment où j'ai eu ma première année, je savais que j'allais finir avec un métier où je gagnerais bien ma vie, où j'aurais pas du mal à trouver du boulot, où je serais pas au chômage et tout ça. C'est pas pareil qu'il y a des études qui sont tout aussi dures que médecine et où c'est pas comme ça, hein. Il y a des gars qui se cassent le Genre cul à être l'immense chercheurs et tout majorité des et doctorats de bien sciences. sûr et là, tu sais pas si tu vas avoir un boulot, tu gagnes pas très bien ta vie et tout, ça n'a rien à voir, en fait. Donc que ce soit dur, ça c'est un fait. Je veux dire, il y a des surtout que lui, il est en SREA, il y a des internats qui sont plus durs que d'autres. Moi, je suis en psychiatrie. Je pense que c'est moins dur comme internat qu'un SREA, par exemple, ou que chirurgie ou des internats comme ça, où tu as beaucoup plus de réveils la nuit, tu as beaucoup plus aussi, je pense, de hiérarchie au travail, enfin, moi, je pense que l'endroit, je vous l'ai déjà dit, l'endroit le plus hiérarchique et le plus patriarcal que j'ai vu de ma vie, c'est un bloc de chirurgie, hein. C'est un enfer, un bloc de chirurgie, Oui, hein. Genre, tu as un gars oui. qui se prend pour un tu sais, qui se prend un peu pour un coq et tout, qui parle mal à tout le monde. T'as des VSS et tout avec plein de meufs autour qui peuvent rien dire. En plus, comme c'est en stérile, le moindre truc n'est pas faisable parce que, en fait, tu pourrais, si tu envie si tu envie de riposter une VSS, en fait, tu peux pas, tu vois? Parce que tu es en stérile et tout ça, tu vois? Mais comme il est stressé, voilà, il a le droit. Les gens stressés, ils ont le droit d'être violents, il paraît, je sais pas trop pourquoi, tu vois? Mais bref, oui, je pense pas que ce soit l'internat le plus facile.
Après, Anestrea, je sais pas, je pense que le côté réa est compliqué, le côté Anest est peut-être plus facile que le côté réa, donc je sais pas comment ils font leur internat les Anestrea, si, ils choisissent un peu, de se spécialiser dans un truc ou s'ils font vraiment, à fond les 2 quoi. Ils sont obligés de faire beaucoup de réa pour faire de l'anast, ce qui est vrai, hein, parce que quand tu as des situations d'urgence absolue au cours d'une chirurgie et tout, c'est l'anast, hein, qui gère ces trucs-là, ou même après. Enfin voilà, donc ils ont quand même une grosse formation de réa, mais c'est pas. Après, tu peux choisir de devenir anesthésiste dans une clinique privée qui fait que de qui fait que de l'ambulatoire, c'est-à-dire des gens qui rentrent le matin, qui sortent le soir. Donc il n'y a pas de garde, il n'y a pas de week-end. On peut faire des dépassements d'honoraires de zinzin et taper 25K par mois. Bon, voilà, enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui vivent des vies plus difficiles que ça. Il faut quand même être un peu honnête à un moment avec la situation des étudiants en médecine. Et comment te dire, j'ai vu passer dans le chat, toc, 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 pourquoi il y a quasi que des bourges en médecine. C'est pas payé par l'État. Très intéressant comme question. Alors déjà, pour avoir accès aux études de médecine, il faut avoir eu le bac. Un bac général, enfin, même si avec un bac technologique, on a le droit de s'inscrire en fac de médecine, mais maintenant, en plus qu'il y a une sélection avec Parcoursup et tout, je pense que c'est compliqué avec un bac techno d'entrer en fac de médecine. Bref, donc il faut avoir le bac, et donc déjà, le système scolaire, il est organisé pour non seulement ne pas réduire les inégalités sociales à l'école, mais les creuser. Donc les gens qui sont issus des classes populaires, en général, arrivent déjà difficilement à cet endroit-là. Quand vous arrivez en première année de médecine, c'est un concours, et il y a des prépas privés qui préparent au concours. Moi, je sais qu'à mon époque, j'étais dans une fac où il y avait aussi un tutorat gratuit qui était donné par les étudiants en deuxième année, et qui était un tutorat de bon niveau. C'est-à-dire qu'il y avait 70% des gens au truc gratuit et 30% des gens dans la prépa privée. Et dans les gens qui étaient admis au concours, il y en avait 70% qui venaient de la prépa publique, enfin de la prépa organisée entre étudiants, et 30% qui venaient de la prépa privée. Attends, Moi, juste par exemple, juste, tu dit que l'école était là pour creuser les inégalités sociales. Je pense qu'elle est plus là pour oui, les produire et les légitimer, mais je suis pas sûr que ça les oui, creuse, voilà, ça dépend des fois, mais bah, ça peut les creuser je suis aussi, si pas tu sûr veux, qu'on ait parce des qu'il y a chiffres qui nous montrent que ça creuse les inégalités sociales, l'école, tu vois? Ça dépend des périodes, je pense, mais ça les légitime et ça les produit, en tout cas. Bah, c'est puis ça les en fait, tu vois, bon, c'est pas le sujet du jour, donc il faudrait qu'on développe, mais si tu as des méthodes, notamment pédagogiques, des méthodes d'organiser le temps de classe et tout dès les petites classes, qui font que c'est moins adapté pour les gamins qui sont issus des milieux populaires. C'est-à-dire Ah que ça, je suis d'accord. non seulement ça les aide pas, mais en plus ça les fout en difficulté, tu vois? Donc et notamment le fait de pas faire de différence entre les espaces de jeu et les espaces d'apprentissage, et cetera. Ça marche très bien pour les gamines, comme les miennes, ça marche beaucoup moins pour d'autres mômes, et malheureusement, c'est les mômes qu'auraient le plus besoin qu'on passe du temps avec eux, pour rentrer dans les apprentissages. Parenthèse fermée, donc la sélection est compliquée. En première année, il y a ces histoires de prépa privée. Il y a eu une réforme de la première année de médecine il y a quelques années, qui fait que maintenant, c'est des parcours différents. On peut à la fois faire que la première étude de santé, mais on peut aussi faire de l'anglais plus préparer médecine, etc. Enfin bref, ça a explosé les premières années de médecine, et donc ces tutorats gratuits sont beaucoup moins faciles à mettre en place. Donc, et la prépa privée, ça coûte cher, hein, c'est 3 000 à 4 000 € l'année, plus le fait de devoir payer un logement à son enfant dans une ville universitaire si on n'y habite pas. Il y a énormément de travail, donc c'est très compliqué de bosser à côté. Si vous n'avez pas des parents qui peuvent vous suivre financièrement, c'est compliqué. Et ensuite, vous ne commencez à vraiment gagner votre vie qu'à partir de la septième année, qu'à partir de l'internat. Et entre la 4 et la sixième année, vous êtes en stage à temps plein. Donc vous avez des gardes le soir, vous avez des gardes les week-ends, et vous n'êtes payé que entre 100 et 300 € par mois, qui suffit pas du tout à payer un loyer, etc., etc. Et vous n'avez que 5 semaines de vacances par an. Donc en fait, pour avoir un job étudiant à côté, c'est hyper difficile. Et donc ça veut dire qu'il faut anticiper le fait que vous n'allez pas pouvoir être autonome financièrement, et donc vous allez avoir besoin du soutien de vos parents pendant très longtemps. Et donc ça crée une énorme sélection par la classe sociale et par l'argent, en plus du fait que le système scolaire est de toute façon favorable aux enfants des classes bourgeoises, et particulièrement les modes de sélection en médecine et tout. Tout ça pour dire que moi, par exemple, j'ai travaillé quand j'étais en deuxième année, enfin, je travaillais les étés jusqu'à ce que je commence à faire les stages où bah, j'avais plus de temps libre l'été pour pouvoir travailler. Et je travaillais aussi à côté de mes cours en deuxième et en troisième année. Et moi, j'ai fait notamment des trucs. J'ai travaillé dans des centres d'appel, notamment avec un 25 heures par semaine.
En fait, c'est quand même chaud patate. Alors, en deuxième et troisième année, il y a pas encore les stages, il y a plus de concours, mais bon, ça reste quand même des études où il faut taffer. C'est un peu chaud et c'est montré statistiquement que les étudiants qui travaillent en plus de leurs études, c'est loin d'être la majorité. Je crois que c'est 20 ou 25% des étudiants, mais c'est des étudiants qui C'est vont pas, beaucoup plus c'est tendance. pas 20-25% en médecine en plus, c'est sûr. Ah oui, en médecine, c'est nettement moins. En Je médecine, je pense pense qu'on que est en si c'est dessous de 5%, 10%. c'est bien. Oui, oui, c'est ça. Et bah, moi, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Elle n'était pas très fréquente, quoi. Et pour le coup, tu vois, moi, pour avoir fait, je l'ai dit sur Twitter parce que ça m'a saoulée, mais pour avoir fait du centre d'appel, tu vois, avec le niveau franchement, de violence du management qu'il y a dans ces trucs où tu es chronométré pour tout, le boulot, il est atroce, le temps ne passe pas, putain, le temps ne passe pas. Tu as l'impression que chaque quart d'heure dure 4 heures. C'est vraiment de la. Moi, j'ai trouvé que c'était de la torture, ce taf. On était staté sur tout, il y avait une ambiance de merde, on était mis en concurrence les uns avec les autres, il y avait des méthodes pour qu'on se contrôle et tout. Enfin, c'était horrible. Le Moi, niveau de franchement, j'ai trouvé ça. maoïsme de Zoé, c'est-à-dire qu'elle est bourgeoise, médecin, mais elle allait bosser en centre d'appel pour être l'avant-garde de la classe ouvrière, quoi. Ça, c'est les Mao, ça. Ouais, mais spoiler, en fait, à l'époque, bref, c'était. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse où mes parents, ils gagnaient, ils gagnaient pas non plus des 1000 et des 100, quoi. Donc, c'était bien que je puisse financer un peu les études, en fait. Bref, parce que, contrairement à ce qui est raconté, je ne suis pas forcément issue d'un milieu où ça pétait la thune à fond, quoi. Voilà, bref, des trucs, passons sur ce sujet qui n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir fait les 2, tu vois? Des études de médecine et des tafs, tu vois, de la chaîne, du centre d'appel et tout, vraiment, moi, tous les jours, je signe pour refaire mes 10 ans d'études de médecine payées par papa et maman, qui, me payent, des voyages pour décompresser, qui me payent ma voiture, qui Ah, mais me tu payent peux mon pas faire le tour permis du et monde. cetera. T'as fait juste 27 Ah pays ouais, en 5 ans, mais voilà, quoi. C'est ça, en fait, tu peux juste faire un petit saut à Bali, tu peux juste faire un petit saut à Bali 2 semaines, quoi, pour aller faire un peu de plongée, mais c'est tout, quoi. Voilà, donc moi, j'ai pas connu ça, en fait, mais je préfère 1000 fois faire 10 ans d'études, même en travaillant beaucoup à la BU et cetera, mais en plus, tu vois, ton métier, il a un sens, tu sais qu'à la fin, tu vas avoir du taf. Là, le gars, Paul, là, il va finir à Nest en clinique privée, vu comment il pense, ça va aller pour lui. Il trouve que c'est, de la maltraitance d'être dans une ville de 40 000 habitants, mais moi, je ne comprends pas et en plus, Paul est complètement débile quand il dit ça, désolé pour lui, hein, mais Paul oublie que 90 des endroits manquent d'anesthésistes. 90 des endroits. En fait, c'est pas vrai qu'il va se faire envoyer à un endroit qu'il a pas choisi et tout ça. Et le pire, si tu veux pas c'est que leur argument, c'est de dire du coup, bah en fait, du coup, vous voulez me forcer à aller en Moselle, du coup, je vais me barrer au Canada. Mais du coup, en fait, ça te fait chier d'aller à 200 kilomètres de chez toi, mais par contre, ça te fait pas chier d'aller à 6000 bornes. C'est Te pas fous pas 200 de la gueule kilomètres en du plus, monde. ça va être à 6 kilomètres de chez lui, là, le désert Mais médical. oui, Le gars, mais il peut oui, putain, habiter c'est en ça qui me centre-ville fait. de Cannes et puis bosser dans un quartier de Cannes où il y a où il y a moins de médecins, ça va être ça, hein. Mais oui, c'est ça qui est insupportable. Donc bon, bref, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie, mais c'est de la déconnexion. Et le pire, si tu veux, c'est qu'il y a vraiment de la souffrance chez les étudiants en médecine. Les internes en médecine se suicident 3 fois plus que la moyenne de la population, ce qui est énorme. J'ai vu passer la stat, là, il y a un interne qui se suicide tous les 18 jours. Donc c'est gravissime, évidemment que c'est gravissime. Mais spoiler, c'est pas à cause de la fin de la liberté d'installation, vu que cette situation existe avec la liberté d'installation. Donc ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est nos conditions de travail qui sont catastrophiques. Ça serait bien, du coup, que notre corporation arrête de se mettre dans la merde, arrête de choisir de ne pas former assez de médecins, ce qui fait qu'après on se retrouve avec des charges de travail monstrueuses et on est en burn-out, arrête de voter pour la droite qui saccage l'hôpital et qui fait travailler nos internes dans des conditions de merde. Enfin, voilà, en fait, il faut regarder les faits. Arrête de perpétuer des traditions étudiantes dégueulasses dans les facs de médecine, avec du harcèlement moral, avec des violences S, etc., etc. Enfin, je pense qu'il y a quand même deux, trois leviers sur lesquels jouer, autre que se dire, allez tous vous faire foutre, la Moselle et 93, c'est de la merde, et moi, je vais faire ma thune et je me barre et je vous dois rien parce que gna gna gna, et je sais pas quoi. Enfin, c'est d'une tristesse, quoi. Je suis Bon, désolée, je m'énerve, mais ça me gave, moi j'ai putain. une take sur Paul, c'est que c'est surtout que c'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un qui aime pas apprendre. Moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé mes études de médecine parce que j'aime bien apprendre. Ça me bouquiner Elle 10 dit: heures «Je par suis jour. un intellectuel», hein. Qu'en Non, mais penserait Mao? j'aime bien lire des trucs. Ça me gêne pas de bosser 10 heures par jour sur des bouquins, tu vois. Donc aussi, Ah, c'est peut-être qu'il pour était pas apprendre des fait trucs pour ça, tu vois. intéressants, Peut-être mais qu'il aurait dû aller jouer avec son caca, tu vois, et qu'il laisse les intellectuels entre eux, tu vois.
Non, mais je dis Je ça vais en pour le parler à piquer un petit Mao. peu, mais faut arrêter les conneries. Être à la BU à bosser des trucs sur des trucs qui sont quand même relativement intéressants, c'est pas non plus, c'est le gars, tu l'impression qu'on lui a fait, creuser le canal de la Volga, tu vois? Enfin, c'est n'importe quoi. Tout le monde est très choqué, pas dur, hein. Tout le monde est très choqué par ton élitisme. Moi, Non, c'est j'autorise. pas de Alors moi, je l'élité, dis, c'est moi, voilà, c'est de l'intérêt pour les disciplines, les disciplines qui s'apprennent dans les livres. Moi, j'aime bien ça. On a le droit de pas aimer ça, tu vois? bah, du coup, il faut pas, peut-être que Paul, effectivement, s'est trompé d'orientation, mais de toute façon, moi, je me demande si tous ces gars n'auraient pas été mieux, à être président du BDE de HEC, en fait. C'est peut-être là qu'ils auraient été bien. Parce qu'en fait, Bah oui! jamais dans leur discours, il n'est question du patient. Jamais dans leur putain de discours, il n'est question du patient. Mais pourquoi tu vas soigner des gens si tu les détestes, en fait? Pourquoi, si ton but, c'est de faire de la grosse thune en ayant rien à foutre des gens, pourquoi tu viens faire médecine? Barre-toi en école de commerce. Et ensuite, nous discuterons, une fois que nous aurons pris le pouvoir, de ce que nous ferons des écoles de commerce. C'est une autre question. Mais On invalidera voilà. les diplômes déjà, voilà. Le premier degré, c'est d'invalider tout diplôme d'école de commerce. Deuxième Écoute. décret, c'est de passer toute la culture des carottes en bio et de faire désherber les carottes par les gars des écoles de commerce. Bah oui, alors après, bien sûr, en respectant des conditions de travail dignes, avec un revenu digne, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, avec de l'eau, tout ça, Tu quoi. vois la condescendance du chat, il y a quelqu'un qui dit: «On voit comment il perçoit les ouvriers, pas du». Le gars dans le chat pense que les ouvriers n'aiment pas lire, voilà. C'est, Mais ça va pas de dire il ça. il considère que Mais les oui, ouvriers, c'est des gens, voilà, qui jouent avec leur caca toute la journée. ouais, C'est et ça, qui aiment bravo pas, le chat, hein. qui aiment pas apprendre des trucs. Qui aiment pas apprendre des trucs, mais quelle dinguerie, quoi. Là, on parle de Paul, interne d'anesthésie, qui raconte que la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie, c'est de pas avoir pu faire le tour du monde quand il avait 22 ans, hein. Je vous rappelle qu'on parle de ce gars, hein. Enfin bon, je sais pas. Est-ce que putain, Hem, moi j'ai envie de lire le serment d'Hippocrate, hein. Moi vraiment, à chaque fois, ça me donne envie de le lire. Bref, Paul, Paul, il y tu n'es a pas prêt, hein. Thunderbush qui dit: «Les ouvriers n'aiment pas lire, ils ont choisi de visser des boulons toute la journée en usine». Oui, Ouais, c'est c'était ça, un choix libre et évidemment. éclairé d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Mais eux, du coup, ils ont eu de la chance, ils ont pas, gâché leur jeunesse, hein. C'est vrai. Voilà. Moi j'ai une solution aussi, non, en réalité, si on veut revenir, un petit peu plus sérieux, c'est d'avoir des études payées par l'État, tu vois? Pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est que quand tu as des études payées par l'État, justement, tu peux un petit peu enlever la mainmise, des trucs de prépa privée, des trucs de, il y a que les gamins de Bourges qui peuvent faire des études aussi longues parce que, il faut, payer un logement pendant 10 ans, il faut payer les frais d'inscription et tout ça. Mais aussi parce que ça permet, si tu veux, après, répartir sur le territoire des médecins comme tu fais avec les profs, comme tu fais avec plein de trucs, tu vois? Si tu as payé des études, tu peux considérer après, tu vois, que un peu comme tu as dans l'armée, tu vois, qu'il y a des années où la personne est redevable, où tu dis: «Ben, voilà, toi tu habites là, mais tu vas aller bosser à 20 kilomètres, à 50 kilomètres ou je sais pas trop quoi, parce qu'en fait, on en a besoin ici», tu vois? Et je pense que ça pourrait être intelligent d'avoir quelque chose comme ça. Alors ça se fait déjà sur le volontariat en médecine, mais si c'était beaucoup plus, grand et si c'était aussi possible dès la première année, ça avant d'avoir le concours, même si, maintenant c'est un peu différent, mais voilà, si c'était possible dès sa première année, ce serait beaucoup plus intéressant. Bon, la réalité, c'est que moi, je suis pour, qu'il y ait un revenu étudiant pour tout le monde, donc ça inclut aussi les étudiants en médecine. Mais je pense vraiment que, l'argent a un peu le nerf de la guerre là-dedans. Mmh, bien sûr, évidemment. Et puis après, tu vois, sur les solutions après, bah, peut-être qu'il faudrait, tu vois, en médecine générale, par exemple, il y a de plus en plus, parce que là, on parle des réactions qui sont chiantes et tout, mais il y a aussi, un vrai changement, idéologique, hein, dans certaines franges, de la médecine et particulièrement dans la médecine générale, où il y a des gens qui sont formés différemment, qui sont formés notamment avec des sciences sociales, ce qui, rend moins bête, hein, ça rend moins bête que Paul. Désolé Paul, hein, il prend un peu cher le pauvre Paul, mais bon, il l'a un peu cherché aussi. Et qui permettent de voir le patient dans sa complexité, de sortir d'un truc très, méritocratique, complètement teubé, qui permet aussi, de toucher le fait que la santé est très dépendante, des conditions sociales dans lesquelles vivent les gens, et donc qui permettent d'avoir une vision plus politique de notre métier. Moi, je le répète, je ne comprends pas comment on peut être médecin généraliste et être de droite, ça me dépasse tellement. On est face aux conséquences de la violence sociale quotidiennement, dans toutes les sphères de la vie des gens, comment ça brise leur corps, comment ça brise leurs esprits.
Je ne comprends pas comment c'est possible, à part en ayant une vision totalement hiérarchisée des êtres humains, avec certains, genre nous les médecins, qui méritent grande déférence, et cetera, et d'autres qui sont juste, de la chair à patron, tu vois? Où on peut La briser chair leur à corps au patron, travail, elle est briser bien l'expression, je la mmh. connaissais pas. Bah, écoute, ça vient de c'est mon copyright, voilà, c'est mon copyright du soir. Et heu et voilà, tu vois? Moi, je ne comprends pas comment on peut être de droite et faire ces métiers-là, et en vrai, en médecine générale, pas du, il y a maintenant près de 40 des promos d'internes qui sortent, qui souhaitent des boulots en salariat, et tu vois? Une vraie mesure de gauche là, pour trouver des C'est parce solutions, qu'ils ont lu Bernard Friot, sur ça. la probablement, évidemment. Non, mais c'est aussi parce que, très concrètement dans ta vie, le salariat, ça a plein d'avantages, de travailler dans un centre de soins public, par exemple, où tu es en pluriprofessionnalité avec d'autres professionnels de santé. Tu travailles en équipe. Tu es pas obligé de travailler, tu es pas payé à l'acte, tu es toujours payé de la même manière, quel que soit le nombre d'actes que tu fais. Donc tu peux, sur certaines choses, aller vite parce qu'il y a pas besoin que tu prennes beaucoup de temps, et sur d'autres, prendre ton temps parce que les patients ont besoin. Et donc ça permet ça augmente ta qualité, ça améliore ta qualité de vie, ça améliore ta qualité des soins, tu es plus heureux au travail, tu as des rapports plus sympas avec tes patients et avec tes collègues. Bref, en fait, les jeunes médecins, ils voient que tu peux être gagnant dans un système comme ça. Et pour moi, un vrai projet de gauche, ça serait de faire un investissement massif dans des centres de soins, dans des centres de santé pour des médecins généralistes, hein, qui font du suivi, etc., public, avec du salariat, parce que c'est la demande, d'une partie des étudiants en médecine, et qu'il faut accompagner cette demande-là parce qu'à terme, c'est ce qui va nous permettre de transformer le système de soins, d'avoir plus la main sur comment on fait une politique qui part des besoins. Enfin voilà, il y a vraiment un truc à jouer sur ce côté-là. Après moi, sur la liberté d'installation, alors là, je fais faire hurler mes confrères, mais moi, je pense que cette loi ne sert à rien actuellement, mais je pense que dans 15 ans, ça sera très utile qu'il y ait pas de liberté d'installation. Voilà mon avis. Il y a quelqu'un qui dit: «Et les intérimaires à l'hôpital facturés 1 500 € la journée, ils sont pas gagnants». Eh bien pour eux, la solution de Mao est la bonne. Oui, voilà. Je pense que Mao Zedong, a des plans pour ces gens-là. Mais en fait, Bon, encore une fois, tu vois, vas-y. juste sur ce dernier truc, donc il manque de médecins à l'hôpital. Il y a des médecins qui vont bosser en intérim et qui font monter les enchères, sur les gardes où certains hôpitaux acceptent de payer 1 500, 2 000, 3 000 balles la garde de 24 heures, et donc tu as des gars, plutôt que de prendre un poste à l'hôpital, ils vont faire 4 gardes dans le mois, gagner leurs 8 000 palos, et ils sont très contents comme ça, et c'est dégueulasse de faire ça, mais en fait, encore une fois, ça ne peut pas se reposer sur des individus. Ces trucs-là, on peut pas juste dire: «Ah bah, lui, il est méchant, gna gna gna». C'est pas ça le truc. En fait, c'est une organisation de système qui permet à ces mecs de fonctionner comme ça. Donc moi déjà, je pense que ça devrait être interdit de payer des gars en intérim à ce niveau-là, déjà. Et puis si on était suffisamment nombreux, la question ne se poserait pas en fait. Donc encore une fois, c'est bien on va dire de se mettre sur des échelles individuelles de comportement de gens et tout. Enfin moi je pense que ces gars-là, globalement, il faut les empêcher de faire ça en fait. Parce que si on attend que d'eux-mêmes, ils se réveillent un matin en disant: «Ah mais c'est vrai que c'est pas très sympa pour l'accès aux soins des gens, je vais pas faire ça», mais ça n'arrivera jamais en fait, ça n'arrivera jamais, parce qu'ils ont des structures mentales où ils s'en battent les couilles. Voilà. Ouais, carrément. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Dr Zoé, Dr-Zoé-YT. Bientôt, il y a une vidéo sur la vie de Mao Zedong qui va sortir. Mmh. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Padu, à vous abonner à nos Twitter, nos Blue Sky, à aller voir Position Revue sur Internet et sur Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus.